Bonjour à tous, bienvenue dans ce live qu'on a dédié à comment trouver un job en product design. Moi, je m'appelle Julien Pelletier, je suis un des cofondateurs de The Design Crew. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je pense qu'il y en a quelques-uns dans le chat là, et de toute façon, il y en aura en replay. The Design Crew, c'est une boîte qui propose de l'enseignement en product design. Et aujourd'hui, autour de 3 programmes différents. Le premier qu'on a lancé il y a 2 ans, qui s'appelle Advanced, et qui est destiné aux product managers et aux designers, en tout cas des gens qui ont déjà un pied dans le monde du design, pour se perfectionner en product design. On lance en mars là, le premier batch de notre bootcamp pour les gens qui veulent se reconvertir en product design. Et très récemment, cette semaine, on a lancé des masterclass en ligne pour pouvoir, à destination des designers plus seniors cette fois, confirmés, pour se spécialiser dans des domaines comme le design system ou UX research ou UX writing. Je vais présenter mes 2 petits camarades de ce soir. Loïc, qui est Head of Design chez Malte. Julien, qui est Talent Acquisition Manager chez Stuart depuis récemment. Je vais vous laisser même vous présenter un petit peu plus, vous dire quelques mots sur vous et d'où vous venez. Je vous laisse la parole. Vas-y Loïc, je te laisse démarrer. Ok, merci. Salut tout le monde, c'est un plaisir de pouvoir discuter un petit peu product design en ces temps un peu moribonds, donc c'est plutôt chouette. Ouais, enchanté, je suis Head of Design chez Malte depuis maintenant quelques années. Malte, pour vous présenter rapidement, c'est la plateforme leader en Europe de mise en relation de freelance et d'entreprises et consultants indépendants. Voilà, c'est 200 000 freelances sur Malte et on est ouvert en Espagne, en France et en Allemagne. Donc, c'est un marché, le freelancing, qui est assez huge. Et moi, je drive en fait l'équipe design au global. Donc, c'est un global design, à la fois brand design et product design, évidemment, depuis quelques années maintenant, quoi. Et j'ai été freelance pendant pas mal d'années aussi. Voilà. Julien, à ton tour. À mon tour, bonsoir à tous. Merci Julien pour l'invitation. Ravi de pouvoir échanger avec vous ce soir. Donc, comme tu l'as dit, moi je suis recruteur chez Stuart depuis peu. J'ai commencé chez Stuart en décembre de l'année dernière, qui était une fameuse année pour tout le monde. On est parti sur une belle lancée encore cette année. Et du coup, Stuart, pour ceux qui ne connaissent pas, une plateforme qui s'occupe de tout ce qui est livraison dernier kilomètre. Et on est présent sur plusieurs verticales. On ne fait pas que de la livraison, tout ce qui est livrer votre McDo. On livre aussi tout ce qui est aussi bien vos meubles Ikea ou vos affaires chez Leroy Merlin ou sur d'autres verticales type vêtements, etc. On est présent en France, on est présent en Espagne et au Royaume-Uni. Et il y a d'autres pays à l'étude qui devraient être ouverts cette année. On a ouvert aussi la Pologne juste avant de passer à l'année 2021. Et moi, j'ai été recruté pour m'occuper principalement du recrutement sur toute la partie tech. Et quand je dis tech, c'est aussi bien la partie engineering, donc développement, aussi bien les rôles, justement, produit, product management, product design et data science aussi. Voilà. Merci. Je vais prendre également 2 minutes pour poser ma question préférée au chat, pour savoir un petit peu à qui on parle. Est-ce que vous pourriez mettre dans le chat ce que vous faites comme métier? Et comme ça, on verra un petit peu à qui on parle. Et pendant que vous faites ça, moi, je vais mettre 2 détails, 2-3 mots sur comment va se dérouler la session. Le but, c'est de faire 45 minutes de discussion et 15 minutes à la fin de questions-réponses. Donc, il y a un onglet questions dans Livestorm dans lequel vous pouvez poser les questions que vous avez envie de voir passer à la fin de la session. Et ces questions, vous pouvez voter pour celle que vous voulez voir passer si elle a déjà été posée. Donc, on a des service designers, product designers, designers UI, UX, graphistes. J'ai vu quelqu'un qui n'était pas designer, attends. Chef de projet digital, product designer, chef de projet en conversion, web designer, graphiste, pas mal de graphistes quand même, et de UX, UI designer, et des product designers évidemment. Merci d'avoir participé à ce petit comptable product designer en reconversion. Bienvenue dans le monde du design, Miloud. Trop cool. Donc ce live-là, cette discussion, on va déjà
l'articuler autour de 3-4 thèmes qu'on a choisis. Le premier sera comment postuler, tout simplement. Qu'est-ce qu'on attend d'un CV, qu'est-ce qu'on attend comme qualité chez un product designer, etc. etc. On viendra ensuite sur la partie portfolio. Qu'est-ce que c'est qu'un bon portfolio, qu'est-ce qu'un recruteur va regarder dans un bon portfolio, etc. Ensuite, les entretiens, comment on se prépare pour les entretiens, qu'est-ce qu'on demande en entretien en général. Et enfin, si on a le temps, on dira quelques mots sur comment développer son réseau, qui peut être une bonne forme également de trouver un boulot. Je vais mettre les pieds dans le plat direct et on va commencer par parler un petit peu du marché du travail. Les gars, est-ce qu'en ce moment, en product design, ça recrute? Qui veut commencer? Vas-y, Julien, je t'en prie. Ok, allez, ça recrute. Je sais que pour Stuart, on est en train de finaliser les plans de recrutement pour cette année. Et c'est clair que là, j'attends juste le feu vert, mais ça va recruter énormément en product design. Je pense qu'on va même doubler l'équipe potentiellement. On attend de voir si ça se confirme. Mais en tout cas, ça va recruter parce que sur notre marché, on est explosé. Tout ce qui est livraison, on tournait très bien, mais depuis mars dernier, on voit un petit peu l'évolution qui a été un peu explosive et on a besoin de renforcer les équipes. Donc, on va recruter aussi bien, je pense, des product designers que monter sûrement peut-être un département carrément sur la partie UX Research. Donc c'est sûr que ça recrute, en tout cas pour Stuart. Mais pour d'autres boîtes, vu que j'ai, je pense, une bonne connaissance du marché, je vois que de manière générale en Europe, sur la partie startup, scale-up, tout le monde est à la recherche de product designer. Je vois passer pas mal de choses du côté de Barcelone, puisqu'on a aussi des bureaux là-bas. Du coup, je regarde un petit peu la concurrence. Ça recrute bien. Je vois des nouvelles annonces passer tous les jours. Donc, pour ceux qui sont en recherche, et avec aussi l'avènement du remote, le fait d'être européen, de pouvoir bosser pour d'autres boîtes, pas seulement en France ou sur Paris, ça ouvre pas mal de portes. Et je pense que ça va être une bonne année pour ceux qui veulent faire un switch ou ceux qui veulent rentrer justement dans le product design. On a un commentaire dans le chat qui dit que 98% des annonces sont à Paris. C'est vrai que souvent, les boîtes qui recrutent sont à Paris. Ce que j'arrive à voir aussi, c'est que de plus en plus, on en voit qui sont justement ouvertes au remote, ouvertes au télétravail. Joey, tu as quelques mots là-dessus. Tu veux parler également de comment ça recrute. Quel est ton point de vue sur le marché du travail actuel? Ouais, alors moi j'ai pas ton profil, Julien, de recruteur, mais c'est vrai que déjà chez nous en fait, déjà moi j'ai un poste ouvert, donc en réalité oui ça recrute déjà chez moi, un poste de senior product designer. Ouais, en fait, tout pareil que Julien sur l'analyse des scale-up et des startups. Évidemment ça recrute. En plus dans des équipes produits, le product design se recentre davantage en fait dans la partie un peu discovery, dans la partie un peu conception et décisionnaire en fait des business cases. Donc en réalité, avoir un product designer compétent, motivé dans une équipe produit maintenant c'est essentiel. Donc déjà ça c'est hyper important de savoir que depuis quelques années le product design se recentre vraiment au centre du débat produit entre guillemets, et donc ça c'est plutôt, moi je pense que oui les feux sont plutôt ouverts, ça c'est sûr. Après sur le remote, bah ouais carrément, c'est un peu le problème de la France en règle générale, la centralisation autour de Paris sur beaucoup d'industries. C'est pas que les scale-up ou les startups dans lesquelles on travaille avec Julien, mais après il y a beaucoup de boîtes qui font des efforts. Nous par exemple, je prends l'exemple de Malte, on a notre équipe IT qui est ouverte principalement à Lyon, puisque du coup nos fondateurs en fait sont parisiens et lyonnais, et on est très ouvert au remote. Il y a des boîtes maintenant qui sont full remote. Enfin, en réalité, je pense que il faut aller voir. Je sais que les annonces sont principalement à Paris et c'est facile de dire ça quand on est en poste et tant qu'on recrute, mais en réalité, vraiment, faut pas avoir peur. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont ouvertes à ça. Moi, je suis prêt à aller chercher un super profil qui est en remote, si il est autonome, si on peut travailler ensemble, si on arrive à communiquer. C'est la communication, c'est un peu le nerf de la guerre aussi. Donc franchement, faut pas trop avoir peur de ça. Donc ouais, effectivement, les postes, les headquarters sont à Paris, les bureaux sont à Paris, etc. Mais faut essayer d'aller un peu plus loin. Il y a certaines équipes qui vont faire ça. Carrément, il y a aussi le fait d'être trompé parfois par les
les systèmes de gestion des candidatures où tu es obligé par défaut de mettre une ville. Et des fois, il y en a qui font ça, ils mettent juste le HQ. Et en fait, je pense que même si tu postules et que tu es basé peut-être à Lyon au lieu de Paris, peut-être qu'on aurait considéré ta candidature, mais ça n'a pas été mis à jour, ou en fait, ils se rendent compte que les candidats qu'ils ont dans le pipeline sont pas incroyables, et ils sont peut-être ouverts à regarder d'autres candidats qui ne seraient pas forcément basés dans la ville où en fait initialement ils pensaient recruter. Donc c'est un peu compliqué, mais il y a aussi je pense qu'il faut pas, si vous êtes à Paris ou si vous êtes en France, il ne faut pas regarder les postes qu'à Paris ou en France. Comme je disais, moi je vois passer plein de postes en full remote qui sont bien marqués en full remote pour le coup, pour des boîtes qui sont à Barcelone. Donc, sachant que voilà, si vous êtes déjà français ou il n'y a pas de problème de visa, etc., faut essayer d'élargir votre scope aussi si vous voulez chercher des postes qui ne sont pas forcément à Paris, vu que c'est un peu compliqué en France malgré le Covid. Il y en a qui ne font pas encore le switch sur ce type de travail. Okay. Il y a pas mal de commentaires dans le chat qui parlent des offres et qui disent que essentiellement c'est des offres seniors avec ou au moins avec quelques expériences. Et ça me fait plaisir de voir ces commentaires-là parce que justement ça me permet de raconter un petit peu comment ça se passait chez Hitch. Et c'est vrai que les offres chez Hitch étaient souvent senior product designer, mais il se trouve qu'on a recruté énormément de juniors avec ces offres-là. Alors c'est vrai que c'était une erreur de publier avec la mention senior parce que on se coupe de pas mal de gens qui veulent pas postuler parce qu'ils se sentent pas légitimes. Mais c'est un autre débat en fait. C'est le débat de arrêter à ce que les boîtes publient des offres pour des seniors alors qu'en fait ce qu'elles ont besoin c'est des gens autonomes qui soient proactifs, qui ont le bon mindset, etc. Julien, c'est quoi toi ton point de vue sur justement l'offre actuelle qui est essentiellement des seniors? Est-ce que tu penses que c'est justifié? Est-ce que tu penses que c'est vraiment des seniors qu'on a besoin, etc.? Ouais, après, les seniors, je pense que c'est des très très bonnes questions qu'on a dans le chat, c'est vrai. Et quand tu es recruteur aussi, des fois tu comprends pas trop. Tu parles avec le hiring manager, il te parle de senior et en même temps, quand tu lui dis combien d'expérience tu veux, il te dit 3 ans. Donc à partir de combien d'années tu es senior, tu vois, ou intermédiaire. Mais c'est vrai que tu as beaucoup de postes seniors. C'est pareil pour les PM. Tu as cette tendance-là à chercher des gens expérimentés. Mais moi, ça fait pas longtemps que je suis chez Stuart, mais j'ai déjà eu des conversations avec la Head of Design, avec le CPO. Là où Stuart a été bon dans sa création de l'équipe produit, c'est que on n'était pas trop connu au départ. Du coup, on n'a pas été chercher des seniors. On a plutôt essayé de trouver des gens qui avaient peut-être 1 an, 2 ans maximum, ou qui faisaient le switch, les accompagner, les développer et les faire progresser en interne. Là, en fait, on va arriver dans une étape de Stuart. Ça fait quelques années qu'on existe. L'équipe a grossi. En fait, on va arriver à un moment où on va rechercher des seniors ou des leads pour un peu décharger le head of design ou le CPO d'avoir énormément de gens qui leur reportent en direct. Ça devient un peu trop compliqué. Donc, on rajoute un nouveau étage de management, un peu mid-level. Et pour le coup, il faut vraiment des gens qui ont l'expérience d'avoir managé des gens, l'expérience en tant que product designer pour être légitime auprès du reste des équipes. Donc, sur ces postes-là, il y a moins d'ambiguïté parce que ça sera annoncé lead product designer, par exemple. Mais sur les postes de senior product designer, je pense que parfois, même si on n'a pas trop d'expérience, faut le tenter parce qu'il y a ce que les managers veulent, les recruteurs veulent et ce que le marché leur donne. Et il n'y a pas des millions de product designers avec 7-8 ans d'expérience. Loïc, toi, ton point de vue sur ça, sur senior, junior, les offres qui disent senior? Alors les offres, je ne saurais pas. Moi, j'ai pas l'impression. Je ne veux pas faire démentir les personnes qui posent des questions. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de postes de senior. Enfin, en tout cas, qu'il y ait beaucoup plus de postes de senior que de junior. En tout cas, je pense que ça confirme aussi peut-être un abus parfois, parce qu'en fait, il n'y a pas tant que ça de boîtes matures pour recruter des seniors. Comme le disait Julien, en fait, c'est la réalité. Une équipe, elle se monte comment? Elle se monte avec un corps en fait de personnes qui vont certainement grandir avec l'équipe, qui vont la faire mûrir. Et en fait, au départ, c'est pas forcément avec que des profils seniors. Ce qui compte en fait,
En fait, la seniorité, c'est quoi finalement? C'est plutôt en fait, elle n'est pas appréciée de la même manière, je pense, entre les boîtes. Un senior product designer chez Doctolib, qui est quasi une licorne, en fait, qui paye pas de la même manière. En réalité, c'est pas la même chose chez Malte. C'est pas la même chose, je pense, chez Stuart. Enfin, la seniorité, elle est aussi, je pense, liée à l'impact en fait business qu'a la boîte dans laquelle on va, et en fait ce qu'elle dégage comme image. Et moi, en fait, mon besoin de seniorité dans mon équipe, il n'est pas tout à fait le même qu'une autre boîte. Donc, en fait, déjà, je pense qu'il faut aussi se dire que, en fonction de la boîte dans laquelle on va, il ne faut pas se dire ouais, je suis senior, j'ai envie d'aller dans une boîte parce que je suis senior absolument. En fait, des fois, avoir un poste de product designer qui peut être considéré comme mid, par exemple, ça peut être aussi très très appréciable et avoir autant de responsabilités qu'un senior dans une petite boîte un peu en mode early adopter. Donc, je trouve que déjà c'est pas évident de définir. En tout cas, il n'y a pas de framework de seniorité pour toutes les boîtes en termes de product design, ça c'est sûr. Après, moi le rôle de senior, c'est aussi important. Ce que tu disais, Julien, c'est une sorte de relais. Déjà, moi récemment, j'ai recruté des mids, j'ai pas recruté de seniors pour le moment. On est 4-5 au design produit, donc il n'y a pas que des seniors. C'est un senior, c'est quelqu'un qui va, comme tu dis, Julien, quoi, qui va faire aussi le relais, sur lequel on va pouvoir s'appuyer, qui va être un genre de bras droit aussi. C'est quelqu'un qui sait prendre du recul, c'est quelqu'un qui a confirmé l'essai à plusieurs reprises aussi. Donc, c'est aussi ça aussi un senior, quoi. C'est aussi quelqu'un qui va permettre de donner l'exemple, qui va permettre de faire monter l'équipe en compétences. Donc, pour moi, un senior, c'est important. Et en fait, la notion de juniorité ou de mid, c'est plus par rapport à ce qu'on a déjà accompli, je pense. Et aussi par rapport au contexte dans lequel on est, quoi, tout simplement. Et je pense, comme tu disais, il y a des mids qui peuvent devenir des vrais leaders très rapidement avec assez peu d'années d'expérience en réalité, quoi. C'est pas forcément lié qu'à l'expérience. En conseil qu'on peut donner, c'est comme tu l'as dit, Julien, en fait, c'est de le tenter, même si l'annonce dit senior, de le tenter. Et comme tu disais, toi, Loïc, en fait, l'appréciation de ce que c'est qu'un senior, de ce que c'est qu'un mid, est différente d'une boîte à l'autre. Il y en a, vous allez recevoir des refus des refus parce qu'on va directement vous dire, bah, t'as pas 3 ou 4 ans d'expérience, c'est mort. Il y en a d'autres. Si vous montrez que vous avez la capacité d'avoir de l'impact rapidement, en fait, même en étant junior, vous passerez ce premier filtre et peut-être que ça pourrait le faire, quoi. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour les seniors, pour les juniors qu'on a recrutés chez Enchanter. C'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Je me permets d'avancer sur un CV ou sur une page LinkedIn. Qu'est-ce que vous regardez, vous? Qu'est-ce qui est important de voir? Julien, peut-être? Ouais. Honnêtement, recruter des product designers, je trouve que c'est pas forcément la chose la plus simple. Et pourtant, ça fait quelques temps que je le fais. Et je me base surtout sur l'équipe et me mettre à leur place pour essayer de comprendre qu'est-ce que je dois filtrer au départ. Sur un profil LinkedIn, ce que je vais voir, c'est l'expérience côté peut-être software. S'il y a déjà eu peut-être un background avant de faire du design, ça peut être cool. Si tu es sur du design produit, comment en fait tu décris tes expériences aussi sur ton profil LinkedIn ou sur ton CV. Je pense que c'est un aspect assez intéressant de voir la partie un peu copywriting. Toi, tu étais très bon d'ailleurs à ça, Jules, quand on parlait de messages d'approche pour approcher les bons candidats. Je pense être bon là-dedans. Mais de temps en temps, tu venais déjà avec des messages et c'était assez cool de voir que tu avais cette fibre-là. Et il y a certains product designers qui l'ont aussi et qui arrivent à la transmettre à travers leur CV, la description de leur expérience sur LinkedIn. Donc ça, je vais regarder les trucs bêtes, mais la grammaire. Si tu es product designer, tu bosses sur un produit, il faut que tout soit à peu près carré. Si j'ai un CV, on va dire custom, et que c'est pas juste un template, je vais voir comment il y a eu l'organisation de l'espace, la typographie, etc. Je vais faire attention à des détails. Voilà, c'est des trucs un peu qui peuvent paraître bêtes, mais moi, en tout cas, je vais y faire attention. Après, ça n'engage que moi. Je pense qu'on peut demander à 10 recruteurs, il y aura peut-être 10 réponses différentes.
malheureusement. Mais en tout cas, moi, c'est des choses auxquelles j'essaie de faire attention sur un premier jet, sur un premier coup d'œil. Et ben, on va demander à quelqu'un qui recrute également des designers, ce qu'il regarde sur un CV et ce qu'il regarde sur une page LinkedIn. Écoute, moi, déjà, je vais regarder ce qui me manque en fait dans l'équipe. C'est un peu con, hein, c'est assez subjectif. C'est-à-dire que je monte une équipe, on recrute pas non plus tous les 4 matins, donc on réfléchit aux compétences qu'on a, comment on peut augmenter les compétences collectivement, comment on peut avancer collectivement et être performant. Donc déjà, je vais regarder le type de profil que je recherche. Donc déjà, je vais regarder si ça correspond exactement à ce que je recherche. Donc dans les 2-3 dernières expériences, en règle générale, je regarde un peu ce qui s'est passé dans l'expérience chez la personne. Job title, ce qu'il fait actuellement, éventuellement, et compétences, s'il y a quelques compétences, et des recos aussi. En fait, je trouve que recruter quelqu'un, en tout cas moi je le perçois comme ça, c'est un avis plutôt personnel, mais c'est d'abord recruter une personne, c'est le who avant le what, et en fait c'est vrai que c'est hyper important, je préfère recruter quelqu'un qui va avoir du coup une bonne reco, on va me dire voilà c'est quelqu'un qui est très humain, qui est à l'écoute, avec qui on peut discuter, on peut travailler, on peut collaborer. Et en réalité, en fait, je préfère beaucoup plus recruter quelqu'un comme ça, mais qu'avec, on parlait de profil mid avant ou junior, avec un peu plus de temps à passer pour s'améliorer et construire des compétences, ça se travaille, on avance, quand on a le cerveau bien fait, il y a aucun souci quand on travaille. Par contre, un caractère, quelqu'un qui est un peu borné, on va dire, sans être trop négatif, c'est pas quelque chose qu'on change en 5 minutes. Donc du coup, je vais regarder un peu les recos aussi. Je pense que c'est un truc important. Il n'y en a pas souvent des recos sur les profils, mais je trouve ça plutôt pas mal, ouais. Voilà. Après, tout ce que tu as dit, Julien, quoi. C'est vrai, oui, comme c'est rédigé, effectivement, si c'est un peu inspirant, des fois sur LinkedIn, on peut aller des petites intros. Voilà. Par contre, sur un CV, faut pas en faire trop, quoi. Vraiment, un conseil, c'est vraiment être au plus simple, pragmatique, ne pas en faire des caisses, ne pas faire du surdesign dessus, enfin, ne pas surcommuniquer. Enfin, en tout cas, moi, c'est des trucs des fois on passe plus de temps à essayer de déchiffrer, à comprendre en fait les codes du CV plutôt qu'à comprendre ce que la personne veut. Donc moi, j'aime bien un peu la simplicité. Quand je dis simplicité, pas simpliste, hein, c'est vraiment quelque chose de simple mais efficace. Donc voilà, un peu sur des CV, c'est plutôt, je regarde aussi la manière dont on a hiérarchisé l'information. Comme tu disais, Julien, effectivement, c'est important de voir un peu si les gens savent communiquer. Ouais. Ok, et un petit mot sur les lettres de motivation, les fameuses lettres de motivation, est-ce que ça se fait toujours? Est-ce que c'est important d'en joindre une? Écoute, moi, je trouve qu'un premier contact en live, sans pression, tu vois, ça vaut 1000 fois plus qu'une lettre de motive. Après, je suis conscient que dans tous les boulots, c'est pas ça, dans toutes les boîtes, c'est pas la même chose. En tout cas, voilà, les lettres de motivation, c'est sympa, mais déjà, tout le monde n'est pas à l'aise en product design pour écrire. C'est quand même pas là où on est les meilleurs. En tout cas, il y a des gens qui arrivent à le faire, d'autres un peu moins. Donc déjà, c'est pas forcément évident de manier les mots. Et en réalité, je préfère un petit call, tu vois, d'une demi-heure à faire connaissance, déjà un peu voir l'état d'esprit, voir un peu comment elle est la personne, et c'est la mettre la plus à l'aise possible. Et ça, pour moi, ça vaut une lettre de motivation en réalité, quoi. Enfin, je le vois un peu comme ça, quoi. Mais je suis conscient que c'est plus simple dans les boîtes. Dans les boîtes comme la mienne, des scale-up où effectivement on aime bien discuter, c'est un peu le truc, quoi. Mais je pense que c'est important de parler avec des gens aussi. Il faut évoluer un peu. Là, pour moi, la lettre de motivation, déjà bosser bien votre CV, comme disait Loïc, c'est important de faire un truc propre, net, efficace, où vous arrivez bien à faire passer le message de qu'est-ce que vous êtes arrivé à faire dans vos précédentes expériences, plutôt que faire un CV moyen avec une lettre de motivation. Déjà, la moitié des recruteurs, je pense qu'ils ne les lisent pas, ou qui n'ont pas le temps, ou des fois, c'est pas le recruteur, l'équipe design en elle-même, elle va regarder les CV, pas forcément les lettres de motivation. Et si vous faites l'effort d'en faire une, s'il vous plaît, quoi, balancez pas un truc, un template que vous avez trouvé sur Google qui est un peu claqué, parce que ça ramène rien. Si vous faites une lettre de motivation qui avait un CV qui était plutôt propre, qui était intéressant, et que au-delà de ça, il y a une lettre de motivation, mais qui est travaillée, où il y a un vrai storytelling, on raconte un petit peu une histoire qui donne envie, pourquoi pas. Mais honnêtement, moi, je préfère que les gens en mettent pas, mais que le CV soit un peu mieux travaillé. Ok.
Top. On va passer sur justement ce qui accompagne souvent le CV ou la lettre de motivation, c'est de joindre un portfolio. Et j'ai vu que d'ailleurs, il y avait une question qui était posée sur le portfolio, qui était très votée sur les questions qu'on aura tout à l'heure. On pourra peut-être même la passer maintenant. C'est quoi un bon portfolio? Vaste question. Vaste question. Magnifique question. Magnifique question. C'est quoi un bon portfolio? Désolé, je prends la parole, Julien. Écoute, déjà, c'est sélectionner des projets marquants, c'est sélectionner des projets marquants sans oublier les objectifs des projets, là où sur lesquels on a bossé, pourquoi on a bossé dessus, c'est important. C'est pas chercher l'exhaustivité, je pense. Faut pas vouloir charger la mule. Je pense qu'il faut être efficace, pragmatique, mettre des projets qui sont en relation, un peu orienter un peu son portfolio en fonction. Alors, ça dépend, des fois, on a des portfolios en ligne, donc déjà, c'est déjà un peu tout fait. En tout cas, essayer de hiérarchiser bien les projets, l'étude du projet, la UI et la UX, ou des choses un peu, s'il y a des trucs assez atypiques, des apps mobiles, enfin voilà. Essayer de comprendre un peu déjà que ce soit un peu moins, ce soit pas trop le foutoir. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est bien indiquer sur les étapes sur lesquelles on a bossé. J'ai vu beaucoup de portfolios où en fait, il y a des grands projets qui sont alors, je vais prendre n'importe quoi. Tu bossais chez Hitch, par exemple. Julien, un product designer qui part de chez toi, qui a bossé quelques mois, et puis qui va dire, bah voilà, j'ai refondu tout l'onboarding des chauffeurs. Et en fait, tu dis, OK, mais du coup, tu as bossé sur quelle partie? Qu'est-ce que tu as fait dessus? Et quand on creuse, des fois, les personnes se disent, oui, mais en fait, j'ai fait un peu ça, et puis si, mais en fait, tu te rends compte que finalement, elle a participé certainement sur des facettes intéressantes du projet, mais pas sur toutes. Donc, je pense que c'est bien important d'indiquer ce sur quoi on a travaillé, on a intervenu. Voilà quoi. Après, sur la manière de présenter le portfolio, des petits sites en ligne, c'est toujours bien. Il y a énormément maintenant d'outils qui permettent de présenter des choses très clean, très claires. Franchement, c'est bien des PDF, c'est cool, mais en réalité, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent en ligne. Donc, mobile, pas mobile, enfin voilà. Voilà, globalement, un bon portfolio, puis j'ai envie de dire, un bon portfolio, c'est des projets de qualité aussi. Du coup, c'est des choses sur lesquelles je suis content d'avoir bossé. Faut surtout pas dénigrer des projets sur lesquels on est content d'avoir bossé. C'est comme ça qu'on les comprend mieux, quoi. Julien, bon portfolio? Pour rebondir sur ce que Loïc a dit, un bon portfolio pour moi, c'est quelque chose qui a du sens. Savoir sélectionner ses projets, c'est important. Plutôt que d'être exhaustif, comme disait Loïc, on va peut-être mieux sélectionner un ou deux projets. On a eu vraiment de l'impact, où on a vraiment bossé le projet du début à la fin, et pas seulement sur une facette. C'est pas juste des screenshots, c'est expliquer en fait une histoire, remettre un contexte, qu'on comprenne vraiment quel était le problème que vous aviez, que vous avez essayé de résoudre, qu'on comprenne un peu la boîte, comment vous êtes organisé, vraiment raconter un peu une histoire. Et pareil sur les aujourd'hui, moi je vois passer des trucs en portfolio, des gens qui utilisent Notion. C'est très cool, c'est propre, c'est carré, c'est facile à mettre en place. Et pour le coup, il y a encore moins d'excuses pour pas tout documenter, parce que des fois, le portfolio, l'excuse, c'est que si vous êtes sur un site, il faut tout refaire, c'est compliqué, ça prend du temps. Sur Notion, c'est un peu plus facile à mettre en place et à garder. Donc, n'hésitez pas à utiliser des outils no-code pour peut-être gagner du temps et avoir des portfolios sur lesquels vous allez vous-même, je pense, vous éclater. Et ça vous permet de garder une trace de ce que vous faites. Mais ouais, le tout, c'est de bien sélectionner ses projets, de bien expliquer ce que vous avez fait à chaque étape et qu'on comprenne le problème en fait que vous avez résolu dans sa globalité. Je me permets d'en rajouter un petit peu parce que pour le coup des portfolios, j'en ai vu pas mal aussi à l'époque où je recrutais des gens. Comme vous le dites en fait, quel problème tu cherchais à résoudre, c'est hyper important. Il n'y a pas besoin d'en faire des tartines non plus et de balancer des tableaux et des tableaux de data, plein de reports de user research, etc. Si on est succinct, c'est cool, mais si on arrive à montrer un petit peu tout le design process de quel problème tu cherchais à résoudre, comment tu savais que c'était un problème, et aussi à la fin, quel impact ton design a eu. En fait, moi, si je vois ça dans un portfolio, dans un projet, c'est OK, c'est gagné, tu vois, parce que je sais que c'est ça le travail d'un product designer et qu'on s'y retrouvera et que je vois que
ce qui t'intéresse, toi, c'est pas uniquement avoir des beaux mock-ups dans ton dribble ou ton portfolio, mais c'était d'avoir de l'impact et de voir le résultat, quoi. C'est un truc que je dis assez souvent, mais c'est vrai, c'est ce que j'essaie de voir sur un portfolio, quoi. Il y avait justement une question liée au portfolio dans le chat qui était pas mal voté. Quels éléments de portfolio peuvent permettre de skipper un manque d'expérience? Est-ce que vous avez une réponse à ça? C'est une bonne question. Après, tout dépend de ce qu'on cherche, mais je sais que chez Stuart, on a eu des cas où il n'y avait pas forcément de portfolio et on était open parce qu'on avait mis en place un process de recrutement qui permettait de faire des lives critiques, etc., pour voir s'il y avait un mindset. Après, c'est sûr que comme on parlait tout à l'heure, on va chercher un peu plus de seniorité, on s'attend à ce que la personne ait au moins un portfolio ou un ou deux projets à présenter. Mais si vous n'en avez pas, l'idée, c'est de montrer en fait à travers vos études, à travers peut-être des stages ou des side projects. Moi, je vois pas mal de gens aujourd'hui qui vont chercher un truc qui les passionne. Alors, je balance un truc un peu n'importe comment, mais on va dire un projet sur Spotify ou parce qu'ils utilisent ça tout le temps. Ils vont se créer une espèce de faux case study qu'ils vont faire sur Notion et ils vont faire des mock-ups, etc. Et ils vont mettre en avant sur leur LinkedIn ou dans leur CV. Et ça, je trouve la démarche assez cool. Il y en a qui le font à travers, je sais pas, leur club de foot, un truc de sport. Il y a plein de choses qui sont possibles. Vous faites ça avec Notion, vous faites un truc assez propre. Si on arrive à comprendre un petit peu votre mindset, comment vous réfléchissez, comment vous expliquez votre projet, ça peut vous permettre de sortir du lot et de passer le filtre au cas où à la base vous n'aviez pas un projet sur lequel vous avez bossé dans une boîte ou à travers un stage. Ça peut être un exemple. Ouais, carrément. Non, mais ouais, je sais que c'est pas évident. Je suis passé par là, enfin, on est tous passés par là au début d'une carrière professionnelle, dans des métiers plutôt visuels, ou conceptuels. C'est vrai que c'est pas évident de montrer des choses. Faut pas hésiter, ouais, effectivement, à essayer de se faire 2-3 cases sur des choses qui ont déjà été éditées. Ça, c'est toujours bien. C'est un coup à la Dribble, hein, ou le Behance, où en fait, il y a plein de jeunes designers qui font plein de choses. Et c'est souvent, et franchement, c'est souvent, je pèse mes mots, des projets qui sont on va dire des faux projets, en tout cas, qui sont très bien exécutés avec une bonne réflexion. Il y a toujours un truc qui me fait rire, c'est les bornes RATP qui ont une UX dégueulasse. On ne sait jamais comment faut rouler le truc pour acheter un ticket. Et il y avait un mec en fait qui avait refait le case en fait de ça. Je trouvais ça super intéressant. Il nous avait fait tout un case en fait sur. Moi, je referais bien l'ergonomie de ces plateformes là, parce qu'en fait, on parle de web, mais il n'y a pas que du web. Hein, il y a aussi des objets connectés, déconnectés et interactifs. Et en réalité, j'ai trouvé la démarche super cool. Et donc peut-être trouvez-vous des petites choses comme ça. Il y a certains. Là, je parle vraiment en design produit pur. Il y a beaucoup de choses maintenant à faire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément bien pensées. En tout cas, ils ont le mérite d'exister, mais c'est vrai que des fois, ce n'est pas forcément très bien pensé. Donc, des apps, des interfaces, un bout d'interface. Voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant. Pour ma part, c'est mes préférés. Tu vois, genre, c'est mes projets préférés. Tu vois, autant quand tu prends Spotify, c'est peut-être intéressant que tu aies refait une nouvelle feature sur Spotify. Mais globalement, Spotify, il y a 200 designers qui travaillent chez eux. Il y a beaucoup de trucs qui sont bien faits, quoi. Alors que quand tu prends justement l'exemple de RTP, qui est réputé comme étant pas terrible, et que tu essaies de fixer le problème, en vrai, je trouve ça intéressant. Tu vois. Et il y a, par exemple, les logiciels de caisse dans les restos, les trucs comme ça, qui sont sur des vieux écrans tout pétés, etc. Je trouve ça intéressant aussi de se pencher sur ce genre de projet, quoi. Et pareil, je préfère largement qu'il n'y ait qu'un seul projet dans un portfolio, mais qui soit bien ficelé et qu'on voit où tu es allé et d'où tu es parti, etc., que pléthore de projets qui ne sont pas finis, où tu vois juste les mock-ups finaux, quoi. Donc, j'espère que ça répond un peu à la question de comment on permet de pallier un peu le manque d'expérience dans un portfolio. Mais voilà, globalement, on est plutôt d'accord, hein, sur le truc, quoi. Toujours sur les portfolios, question suivante. Comment se démarquer des autres candidats?
Est-ce qu'il y a des trucs un peu originaux? Est-ce que vous pouvez parler également de votre expérience? Est-ce que vous avez vu des exemples de portfolio où vous vous êtes dit, ah, ça, cette personne-là, elle a un truc en plus, quoi. Des fois, ouais, t'as des portfolios et même si moi je suis pas designer et il ne faut pas 10 secondes pour comprendre que bon, c'est un candidat ou une candidate à qui on a envie de parler. Quand tu vois que le site web il est à jour, que le portfolio il est propre, t'as des photos, t'as une bonne explication du projet et que t'as pas non plus l'étalage de toute l'expérience de la personne. La personne a peut-être 8 ans, 9 ans d'expérience, elle a fait plein de projets, mais elle t'a pas vomi des screenshots de trucs qu'il avait pu faire. Elle a vraiment choisi 3-4 projets impactants. C'est super bien mis en forme. Et ça, en fait, ça, tout de suite, ça fait la différence. Tu vois que c'est assez... La UI, elle est simple, c'est propre, c'est espacé, ça donne envie. Et voilà, souvent, ça permet de se démarquer. Et tu vois qu'en fait, c'est des gens qui prennent le temps et qui posent. Après, en entretien, tu te rends compte que c'est des gens qui sont curieux, qui prennent le temps, qui veulent vraiment aller au fond du problème. Donc ça, c'est une façon de se démarquer. Mais l'idée, c'est pas de se démarquer de faire un truc incroyable. Déjà, faire un truc propre, ça prend du temps. Être candidat, c'est pas facile. Se concentrer sur une ou deux choses à la fois, déjà, c'est très bien. Et après, essayer de choisir les outils qui vous permettent d'arriver à ce résultat-là. Alors, on parlait de Notion, mais ça peut être autre chose. Si vous êtes compétent sur d'autres outils, utilisez les bons supports qui vont bien pour vous. Et ça roulera, quoi. Vous passerez les premiers filtres normalement sans problème. Okay. Je me permets tout de suite de passer à la suite. Je vois que l'heure tourne et qu'il nous reste une grosse partie qui est la partie des entretiens. Alors ça y est, tu as fait ton portfolio, tu as fait peut-être une lettre de motivation et en tout cas tu as envoyé ton CV, ça s'est bien passé. Et tu vas passer des entretiens. On demande quoi en entretien à un product designer et comment on se prépare à ces entretiens? Est-ce que Loïc, par exemple, tu peux reprendre? Ouais, désolé, je suis parti. Je sais pas, il faut manger des pommes, comme dirait Chirac. Non, en réalité, je pense qu'il faut bien, pour préparer l'entretien, je pense qu'il faut bien potasser là où on va déjà, c'est une première chose. Moi, les gens qui arrivent et qui savent pas ce qu'on fait, ou à moitié, ou qui blablatent un peu, je me dis, bon, déjà, ça montre pas forcément un super effort, une super envie. Ça, c'est une première chose, c'est important. Se décontracter, je pense que c'est bien aussi. Il faut se mettre dans des conditions aussi. C'est pas évident, je sais, mais il faut essayer de se mettre dans des conditions, bien se reposer, se décontracter, arriver dans une forme correcte en fait pour être assertif et pour être vraiment concentré. Et puis moi je dirais qu'il faut être un peu conquérant aussi un peu dans un entretien. Il faut arriver avec la patate, la gouache, pas trop en faire, mais il faut vraiment envie de réussir, et puis tabler un peu sur ses forces, donc préparer finalement, savoir en fait là où on a des forces, ce qu'on peut apporter, et montrer qu'on a envie de progresser avec la boîte en fait. Et je pense que la vraie clé, c'est ça, c'est de dire, en fait, moi les candidats que je vois, c'est, en fait, je leur demande à un moment donné, qu'est-ce que tu peux nous apporter en fait, enfin, qu'est-ce que tu peux apporter à l'équipe, comment tu peux faire grandir l'équipe. Et du coup, c'est hyper important de savoir ce qu'on peut apporter, quelles sont ses forces, et aucun problème pour être humble et dire, voilà, moi j'ai des compétences sur lesquelles j'aimerais bien progresser, mais là-dessus, je pense que je peux vraiment vous apporter. Et donc ça, en préparation d'entretien, je pense que c'est déjà une bonne chose, se renseigner sur la boîte et se concentrer sur ses forces et ses faiblesses. Après, sur les questions à l'entretien, déjà, moi, je demande un peu, voilà, justement, je pose cette question-là, quelles sont ses forces, quelles sont un peu là où on peut voir, on peut avoir de la compétence pour l'équipe. Après, j'ai des questions un peu plus techniques, on va dire. Je pose des questions du genre une équipe produit. Quelle est sa démarche dans une équipe, dans une équipe produit, en quoi le design peut être moteur et avoir de l'impact dans une organisation produit. C'est important d'avoir ce recul-là. Et puis le rôle d'un product designer, c'est aussi intéressant de se dire quel est le rôle d'un product designer dans une équipe,
Et ça, je pense, c'est hyper important de le savoir en entretien. Puis enfin, rapidement, il y a aussi de temps en temps la réalisation d'un case qui lui amène des discussions sur l'entretien et permet de discuter un peu de ce que la personne a produit, etc., quoi. Il y a un truc intéressant que tu as dit qui m'a bien plu, c'est OK d'arriver et de dire ah bah moi j'ai encore des trucs à apprendre. C'est même plus qu'OK. En fait, moi j'adore quand on me dit ça, quand les gens ont conscience en fait, de là où ils ont envie d'apprendre et de là où ils ont besoin d'apprendre. Il y a mon associé Jérémy Barré dans The Design Crew qui travaillait avant à Facebook. Ils ont une valeur là-bas sur le self-awareness. Donc c'est vraiment être conscient de là où tu dois progresser et là où tu as envie de progresser. C'est un vrai atout en fait pour ta candidature, je pense, le côté self-awareness. On t'a perdu, Loïc, pendant quelques instants. Je disais que Je suis c'était désolé. pas de problème. Je disais que c'était important le côté savoir où est-ce que tu dois progresser et où est-ce que tu as envie de progresser également, quoi. Ouais, carrément. Julien, toi, de ton côté, sur comment se passe un entretien, des conseils peut-être pour les entretiens? Les conseils, je pense que si vous arrivez pour un poste de product designer, je pense que c'est important, dans la mesure du possible, si c'est un produit type Itch ou Stuart, d'aller à la rencontre peut-être de gens, de users. Peut-être qu'en allant chercher un truc de livraison, vous allez tomber sur des coursiers Stuart, allez leur poser des questions. Si vous allez passer un entretien chez Itch, c'est important de télécharger l'app, d'utiliser le produit, peut-être de faire deux, trois interviews de users, ou, de montrer en fait que vous êtes déjà dans une démarche où vous êtes curieux, vous vous projetez. Ça va assez loin quand même. Ça fait plutôt bonne impression. Et se préparer, je pense que comme tu le disais, Loïc ou même Julien, c'est savoir bien expliquer ses projets. Savoir faire un entretien, c'est parfois compliqué quand ça fait longtemps qu'on n'est pas, par exemple, dedans et qu'on veut se remettre. Savoir parler de soi, c'est compliqué. De bien mettre en avant ses projets, c'est complexe. Donc, faites des faux entretiens, si vous pouvez, avec des gens que vous connaissez ou certains recruteurs que vous pouvez connaître, vous pouvez solliciter sur des questions. N'hésitez pas. Le tout, c'est de savoir se mettre en avant en restant humble. Et généralement, ça roule. Mais voilà, de montrer qu'on a fait les efforts avant d'arriver, selon encore l'industrie, le produit dans laquelle vous postulez. Je pense que c'est plutôt la bonne démarche à avoir. Après, pour les entretiens, souvent, le premier entretien, on va dire, avec un recruteur, c'est plus la validation des motivations, etc. Là où ça se corse un peu, c'est chez Stuart, je crois que c'est le process actuel, mais il va peut-être changer. Je vais peut-être le remodeler un peu, mais il y a souvent une espèce de critique de un ou deux projets sur lesquels vous allez bosser. Donc ça, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir se préparer à encaisser peut-être du feedback négatif. On va voir comment vous réagissez, savoir bien expliquer ce que vous avez pu faire, l'impact que vous avez eu. Et souvent, après, il y a une autre étape qui est savoir critiquer un produit que vous utilisez au quotidien et pas forcément un truc sur lequel vous avez bossé. Et voir un petit peu l'émulation qu'il y a avec d'autres product designers, le questionnement, le cheminement qu'il va y avoir par rapport à tout ça. Ça permet de voir un petit peu le mindset des candidats. Donc se préparer à être curieux, à poser les bonnes questions et à encaisser le feedback, c'est ultra important parce que vous allez forcément y passer dans des entretiens de product design. Puis un truc que je conseille aussi, moi, ça va un peu dans la lignée de faire des interviews d'utilisateurs, c'est d'aller lire les reviews sur l'App Store quand il y a une app et de voir quels sont les problèmes les plus récurrents qui remontent. Et tu parlais d'humilité aussi et de ne pas arriver dans l'entretien et dire là, il y a des problèmes, là, c'est nul, là, c'est nul, là, c'est nul. C'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a ces retours-là et pourquoi la boîte ne l'a pas encore traité. Parce qu'il y a une boîte qui fait bien son travail, elle sait qu'il y a ces retours-là, quoi. Donc, plutôt émettre des hypothèses, arriver en étant humble, comme tu disais, et dire
pourquoi est-ce que y a ces retours-là? Est-ce que c'est pas priorisé encore? Est-ce que d'un point de vue business, ça n'avait pas de sens de les traiter, etc., quoi. Carrément. C'était à peu près fait le tour des 3 questions. L'heure passe super vite, il est 45. On va passer aux questions qui ont été posées pas dans le chat, mais dans la section questions. Donc, il y a beaucoup de questions. Il y a pas mal de questions, ouais. Il y a pas mal de questions. Elles sont toutes plus ou moins votées. On va dépiler en fonction de leur vote, du plus haut vote au plus petit jusqu'à la fin de la session. Il y a une question. Alors, la première, on a déjà répondu. La deuxième, c'est qu'est-ce que vous attendez d'un senior product designer comparé à une personne moins expérimentée? Loïc, c'est pour toi. Écoute, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Moi, en fait, le senior designer que j'attends, c'est quelqu'un qui sait prendre du recul, déjà. Une chose, sur sa mission, sur son rôle, sur ce qu'il fait au quotidien. C'est quelqu'un qui est évidemment autonome dans son job, qui sait bosser de A à Z, qui sait livrer, qui sait réfléchir, qui sait collaborer, qui sait prendre des initiatives. Donc, bref, de l'autonomie, ça, c'est important. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a confirmé l'essai, comme je disais tout à l'heure, je reprends cette expression, parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui a déjà en fait eu des problématiques sur lesquelles il a eu un relatif succès, on va dire, ou un succès, donc ou il ou elle, d'ailleurs. Et ça, c'est important, ça donne de la confiance, ça donne de la légitimité aussi quand on a un discours assez technique sur la réussite les performances d'un workflow à une dizaine d'étapes, voilà, se dire à un moment donné ça a droppé, pourquoi, quelle initiative on a prise pour justement réduire un peu le drop, cette étape par exemple. Enfin, il y a plein de montrer en fait que le design a été à un moment donné fort et moteur dans la réussite. Je pense qu'il faut être aussi un peu leader de métier, un peu donc une référence finalement, je pense. Je crois un peu à l'inspiration en fait que certains peuvent avoir sur d'autres. Moi, j'aime bien être inspiré par certaines personnes, qui sont autour de moi, pas forcément dans mon métier, mais en tout cas, je trouve qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit aussi un petit peu inspirer, pas de manière dogmatique, pas quelqu'un qui doit absolument dire voilà, c'est comme ça, je suis senior, je sais comment ça se passe, mais quelqu'un qui, par ses faits, par sa tranquillité d'esprit, par le fait qu'elle puisse performer tranquillement, puisse inspirer aux autres profils qui sont peut-être un peu plus juniors, qui manquent peut-être un peu d'expérience, qui ont un peu moins confiance en eux, de dire vas-y, regarde, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et après, j'ai remarqué, moi, que, alors, c'est pas que chez les designers, mais peut-être chez les PM aussi un peu, je trouve que on devient aussi senior quand on se spécialise un peu sur. Il y a une certaine partie, en fait, une certaine chose de son job qu'on arrive à mieux faire qu'une autre, en fait, une compétence sur laquelle on arrive à se spécialiser. Et on devient un peu individual contributeur, comme on dit là, sur ces parties-là. Je trouve ça pas inintéressant aussi pour faire valoriser une seniorité, dire voilà, du coup, c'est machin qui est devenu une référence en fait sur cette partie-là. Donc ça peut être plein de thématiques, ça peut être du mobile, ça peut être le design system, ça peut être le UX writing. Enfin, il y a plein de compétences intéressantes. Donc voilà, moi c'est un peu ça le rôle de seniorité dans une boîte par rapport à un junior. Je redis ce que je disais au départ, c'est vraiment lié au contexte aussi, à l'exigence aussi de la boîte et l'exigence de l'équipe produit, quoi. C'est vraiment aussi lié par rapport à ça, quoi. Ok, cool. Je vous fais passer une question chacun, comme ça on avance et on en fait passer le plus possible. Il y a une question qui demande, alors pour Julien cette fois-là, quelle question tu aimes qu'un candidat te pose à toi en entretien? C'est une bonne question. Déjà, j'aime qu'on me pose des questions à la fin. Si à la fin de l'entretien, on ne pose pas de questions, c'est pas le meilleur des signaux, même si l'entretien s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Mais généralement, je suis plutôt là à donner pas mal d'infos et à poser un petit peu le contexte et pas juste balancer mes questions aux candidats. Donc, ils ont eu quand même beaucoup d'infos de ma part. S'ils sont pas curieux en tant que product designer et qu'ils viennent pas avec des questions sur où va le produit, est-ce qu'il y a d'autres, comment fonctionne la team, comment elle collabore, quels sont les rituels, c'est quoi leur force, sur quoi je pourrais démarrer comme projet. Ça peut être tout n'importe quoi. Je ne m'attends pas à une question en particulier, mais qu'on m'en pose, déjà, pour moi, c'est primordial. Ça a l'air d'être un peu des questions pour se projeter un peu sur justement comment le candidat va évoluer dans ce poste-là, quoi.
Ouais, ça peut être des questions sur l'équipe en elle-même, ça peut être des questions sur le projet, ça peut être des questions sur l'organisation de l'équipe, les rituels, le quotidien du product designer dans cette équipe-là, dans cette boîte. Euh, voilà, le tout, c'est que vous soyez curieux et que vous vous projetiez et que vous montriez en même temps. C'est l'opportunité de montrer que vous avez envie, quoi. Donc, n'hésitez pas. Ok, top. Xavier qui nous demande à quel type de test on peut s'attendre. Celle-là, elle est pour toi, Loïc. Ouais, écoute, moi j'aime bien prendre des cases, donc ce qu'on appelle un peu un business case, donc quelque chose en fait qui pourrait être un peu soit quelque chose qui a déjà été fait, éprouvé, voir un peu la vision de la personne. Donc ça peut être alors, c'est tout à fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi des questions qui se posent sur le temps qu'on doit y passer, quelle complexité on doit donner. Moi, je relis souvent ça. Je relis souvent en fait des problématiques qui sont liées à des business cases clairs. Donc, je sais pas, on lance un nouveau service. Du coup, quelle est la demande quelle serait votre démarche de conception vis-à-vis de ce nouveau service? Comment vous le verriez vivre dans le produit? Est-ce que combien d'étapes? Quelle serait pour vous du coup le scénario, la user journée idéale? Il y a plein de choses un peu comme ça. Donc, ça peut être des cases qui sont liées à des business cases, en fait, des choses qui existent vraiment sur le site. Voilà le type de caisse que vous pouvez avoir. Après, franchement, ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes qui vont demander des choses assez simples. Il y a des boîtes qui vont demander des choses assez complexes avec plusieurs parties de caisse. Moi, en fait, de toute façon, en général, les caisses, c'est pas des trucs très très longs. C'est pas des trucs très compliqués à comprendre. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir la démarche en fait de la personne, de voir en fait ce qu'elle fait. Donc, en réalité, les caisses, il y en aura plein. Mais ce qui est important, c'est de voir votre démarche. Donc, j'ai envie de dire, peu importe le case, soyez méthodique, soyez pragmatique et rationnel sur ce que vous faites. Et je pense que déjà, on verra que vous arrivez à bien réfléchir. Puis, essayer d'être dans un problem solving plutôt pertinent, quoi. Donc, ne pas être trop dans l'innovation, mais essayer d'être juste, en fait. Ok. Julien, est-ce que tu as une réponse pour Alice qui nous demande comment on fait quand on est salarié et qu'on est soumis à la confidentialité pour notre portfolio? Est-ce que tu as une solution pour ça? Ça peut être vraiment problématique. L'idée, ça va être peut-être, comme on a dit tout à l'heure, d'avoir peut-être des side projects un peu, on disait Spotify, mais ou la RATP par exemple, et de montrer qu'est-ce qu'on ferait. Vu que tu peux pas montrer ton travail, malheureusement, essayer d'avoir un ou deux cas que tu inventes un peu toi-même sous la main pour montrer comment tu travailles, quelle est ta méthode, pourquoi tu as envie de résoudre ce problème, etc. Si tu peux pas montrer ton propre travail du quotidien, il y a toujours un moyen de faire, de montrer ton travail, mais autrement, quoi. Donc ça peut être quelque chose. Après, souvent, ça peut être bloquant parce qu'il y a souvent quand on demande de postuler, tu vas avoir la case portfolio, genre obligatoire. Et du coup, il y a des candidats qui sont bloqués pour ça. Donc, essayez d'avoir un petit truc à portée de main si vous êtes bloqué par des restrictions ou des clauses. Eh bien, l'alternance fait bien son taf parce que la question suivante pour Loïc, elle parle de freelance. Comment on trouve ses premières missions en freelance quand on est junior? Est-ce que toi, tu as des réponses pour cette personne? C'est une super. Alors, j'ai envie de dire, je mets les pieds dans le plat, tu t'inscris sur Malte. Merci beaucoup pour l'opportunité. En réalité, c'est pas évident. Moi, quand j'ai commencé, en fait, il faut savoir se positionner déjà au marché. Faut pas se survendre, mais il faut pas se sous-vendre non plus. Donc, il faut essayer de se renseigner sur les tarifs, les TJM, comme on dit quand on commence. Donc, alors, du coup, je fais un peu de promo. Désolé, mais c'est vrai que nous, c'est ce qu'on a fait depuis quelques années. On a proposé des outils qui permettaient au profil, lorsque vous créez votre profil, d'avoir un TJM qui correspond à vos compétences, à votre niveau. Après, qu'est-ce qu'il faut pour trouver les premières missions? Il faut avoir des recommandations aussi. C'est toujours bien d'avoir des premiers recos. Alors, si vous êtes sur Malte, vous avez des recos. Si vous n'êtes pas sur Malte, demandez à des gens de vous recommander aussi. C'est toujours intéressant. Voilà. Après, il faut networker, il faut rencontrer des gens.
faut se faire voir, quoi. Faut se faire entendre. Pas hésiter. On parlait tout à l'heure de projets. De portfolio, de communiquer sur un portfolio, sur un Behance ou un Dribbble, de le communiquer sur des réseaux de pairs, intégrer des réseaux de pairs aussi, de collaborateurs, je sais pas, des French Designer Club par exemple, ou d'autres de Slack en fait, sur lesquels on peut discuter, on peut poster des nouveaux projets, on peut avoir des feedbacks, on montrer qu'on est dans la place aussi. Il n'y a pas de science exacte en fait pour trouver des premières missions, mais j'ai envie de dire déjà, ouais, en tant que freelance, des plateformes comme Malte aident beaucoup à trouver des premières missions, ça c'est sûr. Après, le faire plus vertueux, c'est d'avoir des recommandations et de bosser, de travailler ses compétences aussi, d'avoir des spécificités de compétences. C'est important. Ok. Si vous avez un profil product manager en face de vous qui se reconvertit en product design, quelles skills, quelles compétences de PM valorisez-vous le plus? Et quelles skills d'un designer que vous attendez d'un designer pourraient être manquantes chez un profil PM et acceptables pour postuler en fait. La question est assez longue. Je ne sais pas si vous l'avez bien compris. Si, ça a été compris. Voilà, je pense que c'est assez compliqué, je pense, de répondre. Tout va dépendre des personnes que tu auras en face et du profil qui va être recherché. Mais un PM, il va avoir un certain mindset parce que la plupart des PM, ils travaillent en collaboration étroite avec les product designers. Donc, il y a souvent des choses qui sont partagées, une vision en commun ou un challenge. Il y a beaucoup d'échanges d'idées, de feedback, de savoir comment prendre le feedback. Il y a pas mal de compétences transverses. Après, moi, je ne suis pas le mieux placé en tant que recruteur, on va dire, sur un filtre. Et je vois qu'il y a des compétences en commun. Après, ça va être au manager à quel point il va être open sur le fait de se dire, OK, les compétences transverses qu'il peut apporter sur la partie design, elles sont cool, mais la partie design qu'il n'a pas, à quel point on est prêt à prendre du temps pour le faire monter un peu plus ou la faire monter un peu plus en compétence sur cette partie-là. Donc, un peu dur de répondre comme ça. Rapido, bon déjà, je sais pas si tu vois, je rajoute un truc. Je pense un PM et un product designer, c'est vraiment des métiers assez différents. Faut vraiment, c'est vraiment de la collaboration et de la complémentarité, comme tu disais Julien, c'est hyper important parce que bon, des fois on fait un peu l'amalgame. Pour moi, en fait, c'est surtout par rapport quand on est un product designer, quand on est un ancien PM et c'était ça la question, c'est quand on est un ancien PM et qu'on devient un product designer, en gros, c'est un peu ça ta question. C'est ça. Ouais. Moi, ce que j'aime chez les PM, c'est qu'en fait, ils ont l'ownership en fait de la partie business. Donc, en fait, ils savent en fait les problématiques, ils font le lien entre le business et puis le produit. Donc, j'ai une solution produit, j'ai un business. On me dit, mon business case, c'est du coup, il faut que je vende ce service-là. Comment vous transformez l'essai sur la partie produit. Le PM, c'est vrai qu'il fait ce lien-là et c'est très intéressant d'avoir c'est assez précieux, chose qu'un designer n'a pas forcément en fait tout de suite d'emblée. En tout cas, un designer qui commence. Donc ça, pour moi, c'est une vraie force, c'est d'arriver à faire le lien entre le business case et puis la partie réalisation et solution. Et du coup, l'inverse en fait, pour un PM, un designer qui devient un peu PM, du coup, c'est au contraire, c'est d'avoir cette vision un peu de la solution, de comprendre en fait que faut faire preuve d'empathie, il faut aller écouter les users, il faut être vraiment dans la solution juste, de pas être dans la surinnovation, dans la simplicité ou dégrader trop les expériences. Il faut qu'un designer a cette ownership-là en fait dans une équipe produit. Donc c'est ce que j'attendrais en fait d'un PM qui est très anciennement designer. Pour la petite anecdote, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un entretien avec justement un designer qui était un ancien PM et c'était très appréciable en fait de le voir réfléchir du coup de manière assez profonde au business case et de voir un peu qu'il allait au-delà de la solution mais il comprenait le contexte. Ok. On est arrivé un petit peu au bout. Il reste énormément de questions dans l'onglet questions qui ne trouveront malheureusement pas de réponse ce soir. Je vais prendre quand même un screenshot de la majorité pour voir si on peut leur apporter une réponse par la suite en asynchrone. Julien, Loïc, moi je vous remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir participé
à ce live avec moi. Merci à tous ceux qui sont venus également et qui ont posé des questions, qui ont réagi dans le chat, etc. C'était très cool. Je crois qu'il va y avoir des petits messages là. On se retrouve, nous, dans je ne sais pas combien de temps, peut-être un mois, peut-être un peu plus pour un prochain live. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous contacter sur la page LinkedIn, sur Twitter ou autre. Ce sera bien évidemment pris en compte pour les prochains. Je vous souhaite une bonne soirée. On va mettre le replay sur YouTube dans les jours à venir là, et on fera peut-être un article également pour récapituler tout ça. Merci Julien, merci Loïc, merci à tous. Merci à vous. Merci à tous les deux et merci à tous les participants. Il y a pas mal de très bonnes questions. C'était très cool, très vivant. Ouais, très intéressant, très sympa, carrément. Bonne soirée à tous. À bientôt. Salut. Bonne soirée. Allez, bonne soirée.